Super. Bonjour à tous. Merci aux courageux qui ont pu se déplacer aujourd'hui. L'idée de ce workshop, en tout cas, c'est de faire un petit peu le tour du panorama e-commerce aujourd'hui, des enjeux que ça développe en termes d'organisation, et également de donner quelques clés sur des best practices à mettre en place. Donc justement, l'agenda, les chiffres clés du marché, qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui dans les organisations des marques qui veulent se lancer en e-commerce, les enjeux d'une stratégie optimale aussi. Et enfin, je vous présenterai la réponse que nous, iProspect, on a apportée à tous ces enjeux-là en quelques slides. Donc première partie, les chiffres clés. Pour commencer, ce qui est assez flagrant, c'est la croissance et le volume que représente maintenant le e-commerce. Le e-commerce en France, en 2019, donc avant la crise que nous venons de vivre, c'est 103 milliards de revenus au global. Donc que ce soit sur l'alimentaire, le non-alimentaire, le travel, tout secteur e-commerce confondu, 103 milliards d'euros sur 2019. C'est 39 millions d'acheteurs en ligne en France. Donc plus 1,5 million par rapport à 2018. Donc il y a une accélération, il y a une grosse part de la population aujourd'hui qui est acheteur en ligne, et en termes de volume, c'est plus quelque chose qu'on peut définir d'anecdotique. Vous n'êtes pas sans savoir, je le constate d'ailleurs devant moi, avec je pense, beaucoup de personnes en visio aujourd'hui, que la crise a accéléré tout ce phénomène, la crise sanitaire a accéléré tout ce phénomène et ce switch vers le e-commerce. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est d'une part la part de croissance, on va dire déjà naturelle qu'on a constatée ces dernières années. Donc là, on est sur des chiffres worldwide, mais on est à plus 16% de projeté sur 2020, pardon. Et c'est une tendance qui va se poursuivre sur les années qui viennent, au moins sur les 5 prochaines années qui viennent. On projette des taux de croissance entre 15 et 20% par an du e-commerce. Maintenant, si on zoome un peu plus fortement sur la période Covid et sur la France pour le coup, on constate qu'on a eu un pic de trafic au moment du confinement sur l'ensemble des sites e-commerce français, mais que ce pic il est assez vite retombé pour finalement revenir à un niveau quasiment ISO par rapport avant la crise, pardon. En revanche, si on regarde le volume de vente, lui pour le coup il reste 25% au-dessus de ce qu'on avait en début d'année 2020. Tout ça pour dire que l'usage digital, il était déjà présent, il était déjà même très présent dans le circuit d'achat des Français. Mais maintenant, il y a vraiment un usage qui s'est accéléré sur l'achat, en ligne. On n'est plus que sur de la recherche d'informations, de la comparaison de produits. On va vraiment jusqu'à l'acte d'achat. On y a été forcé, parce qu'on devait rester chez nous, mais c'est quelque chose qui est très vrai et qui perdure après aussi le déconfinement. Je vais zoomer cette fois sur du coup toute la partie plus alimentaire, qui est un pan peut-être, qui est le pan peut-être pas le plus mature en tout cas aujourd'hui dans le e-commerce. Et on voit que la crise finalement elle a vraiment accéléré la part du online dans les ventes alimentaires. Donc là, on voit que sur début d'année 2020, 7,4% de l'ensemble du business alimentaire était fait online. Pendant le confinement, on est passé à 9,5%. Ça s'est un petit peu tassé
depuis, mais on reste sur une accélération assez significative de la bascule vers le e-commerce, même dans l'alimentaire. Et ce n'est pas pour rien qu'on commence à entendre parler du lancement d'Amazon Fresh sur l'année prochaine, justement avec toutes ces logiques de bascule vers l'alimentaire du géant américain. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà du volume, on a eu aussi un taux de nouveaux utilisateurs très fort dans l'alimentaire. Donc là, c'est le graphe de gauche sur la slide, de droite pour vous. Plus de 2,5 millions d'utilisateurs des drives cette année. Et 30% de ces nouveaux utilisateurs déclarent continuer en fait à acheter en ligne après le déconfinement. Donc les paniers moyens ne sont pas forcément aussi élevés qu'un caddie traditionnel, mais en tout cas vraiment l'usage se démocratise à ce niveau-là. Tout ça pour dire du coup que le e-retail média devient stratégique pour les marques. Aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle bascule du monde physique vers le monde digital. Donc tous les dispositifs de visibilité de marque qu'on pouvait avoir l'habitude d'avoir dans les rues, d'avoir sur des panneaux, d'avoir voilà, dans le monde physique, il faut le transposer maintenant dans le monde digital. Parce que les acheteurs, vos acheteurs se trouvent dans le monde digital et parce qu'en plus, cette dimension-là nous permet finalement d'avoir aussi une richesse de ciblage et une richesse d'insight qui est assez forte. C'est pour ça que le retail média est vraiment un enjeu aujourd'hui pour les marques. Et nous, on a mené une petite étude qui dit d'ailleurs que c'est maintenant le premier enjeu pour les marketeurs dans les années à venir. Donc en trois points intéressants, cette bascule du offline vers le online, elle vous permet de bénéficier d'insights en plus. Vous allez être capable de savoir quelle est la cible précisément que vous avez touchée, qu'est-ce qu'ils achètent en complément de vos produits, quelles marques ils ont consulté en complément de vos produits, etc. etc. En termes d'activation, vous allez aussi avoir des énormes avantages. On a à disposition une mine d'or en termes de data à activer, que ce soit sur des acheteurs récents, des acheteurs qui ont déjà acheté vos marques pour les fidéliser, des acheteurs qui consomment plutôt vos marques concurrentes, donc pour aller aussi essayer de faire un petit peu de recrutement. On a vraiment une data shopper qui est hyper fine, qui est très quali et qui nous permet de mettre en place des dispositifs toujours plus précis et aussi donc derrière des stratégies et des scénarios de messages adaptés en fonction de l'audience qu'on aura ciblée. Et enfin, la mesure, puisque aujourd'hui, toutes ces solutions nous permettent d'aller un pas plus loin dans la mesure en pouvant regarder ce qui se passe entre un exposé à une publicité online plutôt qu'un non exposé et finalement mesurer l'uplift de conversion qu'on peut avoir là-dessus. On a des e-commerçants qui sont aussi commerçants dans le monde physique, donc est-ce que finalement le trafic qu'on dirige vers le e-commerce a aussi un impact sur le monde physique? Toutes ces choses-là, c'est des datas auxquelles on peut avoir accès dans les bilans de campagne et donc derrière qui nous permettent d'optimiser un petit peu les dispositifs et d'aller plus loin. D'ailleurs, les marques l'ont bien compris et accélèrent très très vite sur ce point-là. Quelques chiffres très rapides. Le retail média, sur le début de l'année 2019, c'était 94 millions d'euros en France.
Ça représentait à peu près 8% de l'enveloppe search globale. Sur S1 2020, on est à 112 millions, donc plus 19%, et on a passé la barre des 10% des enveloppes search au global. Donc là, c'est le search retail. Si on regarde le retail display, donc tout ce qui va être display bannière ou display vidéo dans les écosystèmes retail, on est à plus 30%. Donc finalement, la partie du display qui croît le plus vite aujourd'hui, elle se trouve sur ces écosystèmes e-commerçants. Point important et qui va aussi dans le sens de cette croissance-là et qu'on pourrait presque comparer avec ce qui s'est passé en programmatique il y a quelques années. Les acteurs du retail se plateformisent de plus en plus pour mettre finalement à disposition une transparence dans le reporting, puisqu'on a accès à toute la donnée directement dans leur plateforme, une transparence dans la data, puisque à partir du moment où on a une plateforme, c'est nous-mêmes, agences ou marques et agences, qui programmons les campagnes et donc décidons de finalement quel segment d'audience on va vouloir activer. Donc voilà, dans cette logique d'accélération, les marques donnent de plus en plus accès à de la data, de plus en plus accès à des leviers d'optimisation, ce qui n'était pas forcément le cas historiquement. Donc on a par exemple 3W Relevancy qui est la régie du groupe Casino qui a lancé sa solution Search et sa solution display en self-service en début d'année. On a Criteo qui a communiqué, et Retailing d'ailleurs, qui est la régie de Fnac Darty, qui ont communiqué sur une sortie de leur plateforme fin d'année, début d'année prochaine. Donc voilà, de plus en plus de solutions qui sont mises directement à votre disposition pour programmer les campagnes. Maintenant, tout ça met en avant certains enjeux, et notamment des enjeux organisationnels. Ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que finalement, le retail média, il va se situer à la frontière de deux mondes. À la frontière, d'un côté, des équipes trade qui vont avoir justement à gérer tous ces enjeux business, maximiser le volume de vente, gagner en part de marché au sein d'un retailer, et les équipes marketing derrière qui, eux, vont plutôt avoir comme objectif de développer l'image de marque, la part de marché, mais au global. Comment ça se traduit concrètement cette opposition de style entre les deux équipes? C'est que d'un côté, comme je disais à l'instant, on va avoir des objectifs, donc côté marketing, de croissance de part de marché au global, de soutien des dernières innovations, de soutien des initiatives RSE de la marque, de travailler vraiment l'image et la valeur de marque, et de l'autre, les équipes trade qui vont plutôt avoir vraiment l'objectif, eux, d'aller chercher du business incrémental avec leurs partenaires de distribution. Donc, différents objectifs, différentes priorités et différents leviers d'activation. On va avoir d'un côté les équipes retail qui vont et donc trade qui vont se concentrer sur le très bas de funnel, tout ce qui va justement optimiser le chiffre d'affaires et aller chercher de la conversion. Et de l'autre, des équipes marketing qui vont plutôt adresser le haut de funnel pour, par exemple, aller cibler en vidéo une audience assez large et faire connaître le produit. Donc tout ça, ça peut amener à des petites frictions, parce que si on ne se parle pas, si on ne se coordonne pas, le risque c'est d'avoir aucune synchronisation entre les activations haut de funnel d'un côté et les activations bas de funnel de l'autre,
d'avoir des objectifs contradictoires, donc finalement pas d'alignement à ce niveau-là entre les deux équipes, et puis surtout un manque de visibilité complète d'un côté et de l'autre sur ce qui est fait. Maintenant, tout ça, c'est pas gravé dans le marbre, et il y a des synergies à trouver et des façons de travailler aussi plus intelligentes à mettre en place. Donc notamment sur la synchronisation des deux équipes. Il n'y a pas besoin de coécrire les plans médias et les plans d'activation ensemble, mais se faire des points de passage réguliers, mensuels ou trimestriels sur la stratégie qui va être déployée de chaque côté pour justement essayer de trouver des partenaires communs et potentiellement des synergies à mettre en place, c'est indispensable. Utiliser toute l'audience qui aura été adressée par les équipes marketing sur le haut de funnel pour les réadresser et les pousser à convertir sur le bas de funnel, c'est indispensable. Mais ça nécessite des paramétrages de campagne qui soient bien particuliers. Donc là aussi, toute cette partie de synchronisation en amont, elle est hyper importante. Et même au moment du lancement propre des campagnes, il faut que les équipes d'activation soient proches les unes des autres. Donc quelques bonnes pratiques pour maximiser les synergies. On va avoir la coordination des équipes, tout simplement, et ça passe par des meetings, des réunions et du partage d'informations sur les activations et les performances. Ça passe par des plans médias qui doivent être intégrés. Il peut y avoir les deux parties qui sont entre guillemets séparées parce que financées par des équipes différentes, mais le plan média, au global, il doit être réfléchi dans son ensemble et pas une partie awareness d'un côté, une partie très conversion de l'autre. Si on veut maximiser la conversion, il faut qu'on puisse mettre en place du retargeting, des audiences qui ont été touchées en awareness, et pour ça, ça nécessite un setup particulier. Donc c'est important de l'anticiper. Ce qui reboucle du coup avec le point numéro 3, qui est l'exécution intégrée. Si on a des gens distincts qui vont mettre en place les campagnes de chaque côté, il faut qu'elles se coordonnent hyper régulièrement, surtout en période de campagne en ligne. Si on peut avoir une personne qui exécute à la fois le haut et le bas de funnel, c'est encore mieux. Parce que ça permet justement de prendre des décisions encore plus rapides pour se dire je vais prendre un peu de budget à droite pour le mettre à gauche parce que ça performe bien ou parce que j'ai pas assez d'audience à adresser et je sous-délivre ma campagne en awareness. Donc voilà, ça permet un petit peu de réajuster les choses différemment. Et enfin, le point 4, il faut aller jusqu'au reporting intégré. Donc pareil, quand on reporter à la fois sur les campagnes haut de funnel et sur les campagnes plus bas de funnel. Là aussi, si on agrège tout au même endroit, et notamment via des dashboards, ça permet derrière de prendre des décisions et d'optimiser beaucoup plus finement. On a les bonnes pratiques opérationnelles et on a les bonnes pratiques organisationnelles aussi. Donc là, c'est un exemple de ce qui peut être fait, notamment dans des grosses structures. Maintenant, ce n'est pas forcément la picture, le reflet exact de ce qui est fait dans toutes les organisations, mais globalement, de ce qu'on voit nous, on a côté marque des équipes qui sont séparées, qui se parlent plus ou moins bien, mais ça arrive bien entendu que l'agilité et la fluidité soient en place dans les organisations et qui vont du coup adresser aussi en silo différemment leurs enjeux. Donc souvent côté marketing, on va avoir une agence média qui va faire les activations,
et qui va avoir pour objectif de faire rayonner les assets digitaux de la marque. En retail, on va travailler avec nos retailers pour essayer de rendre les produits le plus visibles possible au sein de l'écosystème retail et de pousser à la conversion. Tout ça, aujourd'hui, on voit que ça marche, mais ce n'est pas optimal. Pour aller chercher toutes ces synergies, il faut aujourd'hui des gens qui fassent se parler ces différentes équipes. Donc ces personnes, dans l'idéal, il faut les intégrer directement dans les organisations des marques et qu'elles gèrent finalement l'ensemble des partenaires. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place en temps 1 dans une organisation. Donc nous, l'idée aussi, c'est qu'on puisse mettre des experts et des équipes de consultants au sein des structures, justement pour faire le lien entre toutes ces personnes-là. Et enfin, pour que ça fonctionne bien, évidemment, il faut que les rôles et responsabilités de chacun soient bien définis. Donc là, c'est un exemple complètement arbitraire, mais c'est important d'identifier l'ensemble des tâches, c'est important d'identifier l'ensemble des intervenants et de savoir à chaque niveau qui va faire quoi, qui recommande, qui valide, qui est juste dans la boucle pour être informé des avancements. Voilà, en termes d'organisation, ça fait partie des gros sujets à mettre en place. Donc sur cette partie organisation, je me permets, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est clair, j'enchaîne. Ok, cool. Donc après cette partie organisation, l'idée c'était aussi de vous donner quelques clés pour réussir votre stratégie en retail média. Et pour commencer, et ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure sur finalement ce qu'on voit aujourd'hui en retail média, c'est des choses qu'on a vues il y a quelques années dans le digital plus généralement. On va opposer le paid media du SEO dans les écosystèmes e-retail aussi. Parce que finalement, quand je vais venir activer du paid, est-ce que ça va avoir un impact sur un incrément sur les performances que j'avais déjà, ou est-ce que ça va juste venir prendre le business que je faisais en naturel? Et moi qui ai un background très search, ça me rappelle de grosses discussions que j'ai pu avoir avec certains annonceurs. Mais c'est un peu différent dans l'écosystème e-retail. Et finalement, les deux sont très, très complémentaires et vraiment en grosse corrélation. Parce que finalement, aujourd'hui, ce qui permet de remonter naturellement dans les écosystèmes e-commerce, ça va être plein de choses. Donc bien sûr le SEO d'un côté, tout ce que vous développez comme fiches produits, etc., pour être bien référencé. Et bien sûr le contenu de ces fiches produits est très important. Mais finalement, c'est pas le seul point. Ce qui est hyper important aussi, c'est les reviews. Un produit bien noté, il va remonter plus facilement dans les rankings des pages de résultats. Et pour avoir des reviews, il faut avoir un maximum de ventes. Plus on a de ventes, plus on aura de reviews, ce qui est logique. Pour avoir des ventes, il faut avoir du trafic sur sa fiche produit. Donc si on n'est pas très visible naturellement, il va falloir venir l'alimenter avec du payant pour générer finalement justement ce trafic qui manque sur les pages. Un produit qui se vend beaucoup, il va aussi être favorisé naturellement par l'algorithme.
Les retailers ne sont pas fous, leur objectif c'est de vendre un maximum sur le site, donc ils vont avoir tendance, encore une fois, à pousser les produits qui se vendent et les produits qui sont très bien notés. Et pour nourrir tout ça, il y a le naturel et il y a le payant. Donc vraiment dans une logique de complémentarité. Aujourd'hui, on voit de toute façon très clairement que les 3-4 premiers résultats des listes produits retailers sont des produits sponsorisés. Donc on aura beau être très bien positionné en SEO, on aura toujours les 3-4 premiers résultats qui seront du payant et qui seront donc devant nous dans la page de résultats. Donc c'est vraiment important de trouver le bon équilibre entre les deux. Donc premier point, c'est vraiment un prérequis avant toute activation, c'est travailler vos propres assets dans les écosystèmes e-commerce. Aujourd'hui, les assets, on les décompose en trois catégories. Tout ce qui est store et on va dire écrin de marque, espace dédié à une marque dans un écosystème retail. Donc ça va permettre finalement de présenter une gamme, de présenter des innovations avec des formats un peu plus riches que ce qu'on peut avoir dans une fiche produit. Les fiches produits, bien entendu, donc présentation pure et dure non produit, de son pricing, de ses avantages versus ses concurrents. On va avoir donc les ratings aussi qui apparaissent généralement à ce niveau-là. Du coup, la possibilité de mettre au panier à ce niveau-là. Donc très important aussi, c'est là où finalement on a le plus de contenu textuel et le plus de contenu qui nous permet de montrer à l'algorithme de quoi ce produit parle concrètement. Et enfin, on peut avoir du contenu enrichi pour un produit dédié sur un lancement, sur une innovation qu'on a envie de mettre en avant, avec un peu de vidéo, un peu de contenu, des avis d'experts si on a envie de le faire. Donc voilà comment se décomposent aujourd'hui les différents éléments. Je vais commencer du coup par vous parler des stores. Et aujourd'hui, clairement, ce n'est pas juste gadget de se faire un espace dédié ou de se faire un store dans un écosystème e-commerce. D'une part, on le voit, ça permet vraiment de travailler quand même plus la valeur de marque, plus les innovations, l'image finalement. Mais en plus, ce qu'on constate nous, c'est quand on passe par des campagnes sur lesquelles on a un store, on va aller chercher plus de ROI. En l'occurrence, sur les cases qu'on a menés nous dans l'équipe, plus 22% de ROI. Donc le fait de mixer du trafic sur ce store et de la redirection aussi fiche produit derrière, ça permet d'aller être plus rentable sur son investissement média au global. Donc hyper important de bien le travailler, quasiment comme si c'était votre propre site, d'y intégrer les différentes catégories qu'on a envie d'y intégrer, du format vidéo ou du format animé pour le rendre le plus vivant possible. Ce sont des choses vraiment en tout cas à réfléchir au moment de se lancer en e-commerce. Deuxième point, tout ce qui est là pour le coup vraiment au niveau de la fiche produit et tous les facteurs directs et indirects qui permettent de ranker beaucoup mieux naturellement sur les fiches produits. Donc on va avoir bien sûr le titre du produit, le descriptif du produit, ça c'est toujours très important. Très important d'avoir du contenu un petit peu enrichi, donc ce qu'on appelle contenu à plus sur Amazon, mais mettre des bullet points sur les avantages du produit,
possibilité d'intégrer une vidéo si on veut montrer une démo du produit aussi. Enfin, toutes ces choses-là sont à intégrer. Et enfin, il y a quand même aussi la partie business pure. Il faut du stock, il faut des prix qui soient compétitifs. Et pour Amazon, il faut que le produit soit rentable. Donc toutes ces choses-là vont bien sûr aller nourrir l'algorithme et vous faire ressortir encore mieux dans les pages de résultats. Il y a 4 étapes clés à avoir en tête pour bien travailler ces contenus de pages produits. C'est déjà identifier quels sont vos produits prioritaires. J'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui ont des centaines ou des milliers de références produits. Forcément, la tâche peut paraître hyper complexe et chronophage à mettre en place. Donc, prioriser finalement les pages produits prioritaires. Ensuite, on va aller bien entendu analyser l'univers sémantique autour de ces produits-là et sur quoi on a envie de ressortir. On pourrait avoir envie de ressortir sur la dernière innovation du produit, mais si aujourd'hui elle n'est pas recherchée par les utilisateurs, ça ne sert à rien d'être très bien positionné dessus. Donc l'idée, ça va être de regarder finalement ce qui est recherché par les utilisateurs, de le mettre en relation justement avec le produit et de voir quel est mon produit qui répond le mieux à telle ou telle recherche et donc de travailler le contenu de la fiche produit là-dessus. On produit bien sûr les optimisations, donc ça c'est chez vous ou c'est chez votre agence. On valide tout ça, on le publie et ça a des résultats assez rapides à ce niveau-là. Une fois qu'on a bien travaillé tous ces assets digitaux, on va venir renforcer la visibilité des produits via du média, donc du paid. Et là aussi, attention parce que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on a déjà différentes étapes du purchase funnel. Donc on va pouvoir travailler la visibilité, la considération, la conversion notamment. On va y associer des types de formats, bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les retailers proposent d'activer de la visibilité directement au sein de leur écosystème, ce qu'on appelle, nous, du on-site, mais aussi à l'extérieur, en utilisant leurs données, aller à l'extérieur de leur écosystème pour toucher finalement leur shopper, ce qu'on appelle donc du off-site. Et pour chaque niveau du purchase funnel, on va avoir des types de formats et des types de ciblage associés. Je ne vais pas rentrer dans l'exhaustivité de ce tableau-là, mais comme vous le voyez sur la droite, on va avoir des formats qui sont vraiment différents et qui répondent à des objectifs donc différents. Et derrière, on va nous mettre en place des stratégies qui sont du coup plus ou moins orientées visibilité ou orientées conversion. Typiquement, sur du search ou sur de la promotion, on va être sur du ciblage très affinitaire, sur du mot-clé ou sur des acheteurs produits. Et l'objectif va être vraiment de travailler le ROI et le volume de chiffre d'affaires. Donc, beaucoup de capacités de ciblage, beaucoup de formats différents. Et pour complexifier le tout, beaucoup de partenaires et beaucoup de régies différentes. Donc là, c'est un peu un panorama qu'on a de l'écosystème aujourd'hui. Vous le voyez, c'est complexe. Et si on peut rajouter de la complexité, c'est que pour certains emplacements et pour certains formats, on va pouvoir activer différents acteurs. Donc là aussi, pas simple. Si je prends l'exemple Carrefour, je veux faire du display, je contacte la régie Carrefour directement ou je passe par Criteo qui a Carrefour dans son réseau de partenaires. Voilà,
c'était déjà pas simple avant, ça rajoute une couche de complexité. Donc l'idée, c'est de bien anticiper et de bien se dire, bon, finalement, par rapport à ma problématique, qu'est-ce que je vais activer, quel est le partenaire le plus pertinent, et de créer finalement des espèces de matrices décisionnelles, ici très simplifiées, mais qui vont être de se dire, ok, j'ai une part de mon business qui est très importante sur tel ou tel retailer, donc forcément, mis comme ça, je vais avoir envie de le prioriser, mais en fait, ce que je vois ici, c'est que mon taux de présence dans le réseau de ce retailer, il est plutôt bas. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas des produits qui sont disponibles dans l'ensemble du réseau. Et donc, potentiellement, toute une partie de l'audience que je vais vouloir adresser, quand je vais la rediriger vers le site du retailer, le produit sera plus dispo. Donc, je paye du média pour rien. Donc, finalement, le retailer que je considérais comme prioritaire, je vais le retirer de ma liste. Ensuite, je vais regarder tout ce qui est disponible en termes de data activable. Donc, en gros, quelle est ma puissance de frappe en activant cette régie et qu'est-ce que ça va me coûter. Donc, ça me donne un scoring qui me permet de dire, OK, bon, bah, déjà, j'ai fait un choix dans les partenaires que je vais activer, c'est plutôt un tel et un tel. Ensuite, il faut bien définir l'objectif de la campagne et donc les formats qui vont pouvoir y répondre. Qu'est-ce que je vais gérer en fil rouge? Qu'est-ce que je vais venir activer en renfort de mes temps forts? Donc un exemple là aussi qui peut servir, mais je vais me dire, ok, bon, bah, ça c'est ma stratégie qui est très orientée business, il faut que je la travaille et l'optimise en fil rouge. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose que j'activerai en permanence et je viendrai peut-être jouer sur les références que je pousse. Mais en gros, ça, c'est du fil rouge et ça me permet de maintenir un niveau de visibilité. En revanche, je sais qu'au mois de mai, je vais avoir un lancement de produit, que c'est un moment hyper important pour moi. Donc, je vais venir faire du renfort et essayer d'être un peu plus visible. Donc, plutôt passer d'un espace natif à un espace plus visuel, qui attire plus l'œil et qui aussi va présenter plus de références que le format natif. Donc, l'orchestration est aussi hyper importante en termes de budget et en termes de format. Et enfin, dans la logique d'aller chercher plus de volume et peut-être sur certains produits que vous avez plus de mal à écouler, et derrière d'aller gonfler le volume et donc potentiellement dire aux retailers que vos produits marchent bien, donc il faut les commander plus. Il ne faut pas hésiter non plus à mettre en place des stratégies de promotion. Donc là, je vous ai donné deux exemples qu'on peut faire. Du bon de réduction pur et dur sur vos produits. Donc ça, c'est de la promo. Ça va rogner sur vos marges, mais derrière, forcément, ça va aller chercher du volume supplémentaire. Ou des choses un peu plus tournées promo gaming qui, pour le coup, ne touchent pas au prix facial de vos produits, mais vont venir offrir les caddies ou les paniers aux utilisateurs qui auront mis votre produit à l'intérieur. Donc bien sûr, pas à l'ensemble des utilisateurs, il y a un tirage au sort, mais il y a X caddies qui sont offerts pendant la durée de l'opération. Donc ce n'est pas forcément des gros investissements qui sont en jeu derrière, parce que vous limitez le nombre de caddies offerts, bien entendu. Mais ça a un côté un peu plus ludique, finalement, et ça permet encore une fois d'aller chercher du volume, et là, pour le coup, sans toucher à la valeur faciale de vos produits.
Donc là, j'ai fini sur le panorama des solutions publicitaires en e-retail. Je voulais prendre 2 minutes pour vous parler du coup de nous, iProspect, et donc de la cellule e-retail qu'on a lancée il y a maintenant 4 ans pour répondre à toutes ces problématiques-là, qui aujourd'hui a une approche complètement holistique sur le marché. On voit qu'aujourd'hui, dans cet univers du retail, on a énormément de technologies qui se développent, énormément de partenaires qui se lancent ou qui poussent de nouvelles offres. On a aussi des agences qui vont être hyper spécialisées sur Amazon, notamment. Nous, l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du scope et d'aller finalement activer le bon partenaire en fonction de votre problématique à vous les marques. Donc, volontairement, on a cette approche holistique sur le marché et holistique aussi en termes de proposition de valeur derrière, puisqu'on va proposer diverses prestations finalement, que ce soit de la production de contenu, de l'optimisation de fiches produits, que ce soit de la data avec de la traduction de vos cibles marketing en segments d'audience retailer, que ce soit du paid media et de l'activation bien entendu, mais également par exemple des dispositifs d'influence. Notre méthode, elle est axée autour de quatre piliers finalement. Le premier est la partie audit, où l'objectif est vraiment de mesurer la visibilité globale que vous pouvez avoir votre produit ou votre marque au sein des écosystèmes retail, et donc de faire un premier état des lieux à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, de pouvoir prioriser sur lesquels on va aller mettre le poids du corps et les efforts en termes d'optimisation et d'accompagnement. Ce qui nous permet derrière d'aller, comme je vous le disais, en temps 1 bis, travailler toute la partie asset de marque, SEO, vraiment en prérequis à toute activation derrière média qui se veut efficace. Et enfin, donc toute la partie mesure avec notamment des développements de dashboard pour finalement avoir une vue unique et agrégée de ce qui est fait en retail média. On utilise différents outils pour ça, notamment Datagram et Datahawk sur de l'analyse de visibilité des marques, donc sur toute cette partie audit, par exemple, c'est ce genre d'outil qu'on va aller utiliser et qui va nous permettre de savoir où vous en êtes. On a des solutions de bidding, M19, plus une solution interne qui s'appelle CIO, qui là va finalement optimiser en temps réel tout notre investissement média. Et on a des solutions donc de dashboarding qui permettent de voir les performances de vos campagnes en temps réel, là aussi, avec une plateforme mise à disposition des marques. Et enfin, en termes d'organisation, on est organisé en différentes briques aujourd'hui. On a une brique très conseil pour justement adresser toutes les problématiques de stratégie, de lancement de marque dans les marketplaces, de lancement de marque sur un e-commerçant. On a une équipe activation donc qui va gérer toutes les campagnes dans les écosystèmes e-commerce. Et enfin, on s'appuie sur toutes les expertises un peu plus transverses du groupe Dentsu et d'iProspect pour aller travailler toutes les logiques d'SEO, de data, de social et de dashboarding. Donc, des forces vives qui sont expertes du sujet retail parce qu'elles ne font que ça et qui en plus peuvent s'appuyer sur la force du réseau iProspect pour activer certaines expertises transverses. Et je vais finir là-dessus.
Donc merci à vous présents et à vous à distance. Et je vous souhaite une bonne journée.